que la perte de mobilité ne prive pas les personnes âgées du plaisir de rouler cheveux au vent sur les petites routes du Grésivaudan, l'association Vélo sans âge offre aux résidents de Froges et ses environs des balades en triporteur adaptés. En 2022, le nombre de fraudes stoppées par les équipes de la CPAM de l'Isère a augmenté de 61%. 1,3 million de préjudices ont ainsi pu être évités. Comment traquer la fraude, la prévention et les sanctions? Le directeur santé de la CPAM de l'Isère, Rémi Blanc, est l'invité de ce JT. Et puis retour sur la 8e édition du festival Who Got the Flowers. Ce week-end à Pontcharrat, 8000 festivaliers pendant 3 jours pour faire sa fête au hip-hop avec un village, des spectacles, des ateliers, des initiations et des battles avec des artistes locaux, nationaux et internationaux. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 24 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Que pensez-vous du projet de nouveaux ponts et de passerelles de Brignoux? Une consultation a été lancée ce lundi par le département de l'Isère et le SMAG qui travaillaient depuis longtemps sur un projet pour faire traverser l'Isère au mode doux. Le pont actuel sera retravaillé pour faire passer piétons et vélos à compter de mi-2027, tandis qu'un nouveau pont sera construit à quelques mètres au nord pour les véhicules type voiture, camion et transport en commun. Mise en service fin 2026, coût des travaux pour le département 24 millions d'euros. Le pont actuel, réhabilité en partie après l'incendie criminel du printemps 2022, permet depuis décembre de faire passer 17 000 véhicules par jour, les piétons et les cyclistes. Concernant la concertation, des permanences et réunions techniques sont organisées à Villarbonneau, Crolles et Froges. Froges, où est née la première antenne à Vélo sans âge de l'Isère. Quand routine, ennui et solitude s'installent, l'association propose aux personnes âgées de faire une balade en triporteur adapté. Une véritable cure de jouvence, et plus encore quand on sait que le nom du triporteur, Coquelicotte, a été choisi par les enfants de l'école de Champré-Froges. Camille Avon. En selle pour un grand bol d'air frais. Depuis 2022, l'association À Vélo sans âge de Froges emmène des personnes âgées en balade à vélo. Ce jour-là, 2 résidents de l'EHPAD Belle Vallée du Grésivaudan ont pris la route pour une balade d'1 heure. En fait, c'est offrir des balades en triporteur adapté aux personnes qui ne peuvent plus pédaler. C'est amener un plus dans leur quotidien. C'est voir leur sourire. Et puis en même temps, nous on sourit parce que c'est tellement agréable de leur offrir ça. À Vélo sans âge est une association danoise qui s'est développée dans plusieurs pays, dont la France. L'antenne de Froges est la première en Isère. Plus d'une 50aine de balades ont été faites depuis sa création. Une initiative qui permet aux plus âgés de s'échapper du quotidien l'espace d'un instant. Que des retours positifs depuis le départ. J'ai des petites anecdotes comme « Oh bah regarde, on a l'impression de faire notre voyage de noces quand j'emmène un couple ». J'ai une dame qui, quand son mari est monté à côté d'elle, lui a dit « T'as vu, on dirait qu'on est dans les gondoles à Venise ». Voilà, et c'est tous des trucs qui sont magnifiques. Aujourd'hui, elle dispose d'un seul triporteur pour lequel elle a dû compter sur un financement collaboratif. Nous avons tout de suite adhéré, bien sûr, en leur octroyant une subvention, les soutenant. Et puis le département également a participé financièrement et la ville de Froges. Un moment qui a su enchanter André. Elle était bien, j'ai bien apprécié. Parce que bon, on est à l'air, on voit du monde, les gens sont souriants, c'est agréable. L'association souhaite obtenir un 2e triporteur pour plus de balades, mais aussi mettre en place des balades où des enfants d'une école pourraient accompagner les plus âgés. Et pour toute demande de renseignements ou pour aider Coquelicotte à avoir une copine ou un copain, l'adresse c'est froges@avelosansage.fr. Il y a tout juste une semaine, Emmanuel Macron promettait des annonces dès le début du mois de mai contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales. Heureusement, des dispositifs existent déjà concernant la fraude à la sécurité sociale. C'est ce qu'on va voir avec vous, Rémi Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur santé de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a publié il y a quelques jours un bilan d'activité en matière de fraude. Alors, quel est le montant de la fraude en Isère en 2022 ? En 2022, la CPM de l'Isère a identifié plus de 4 millions d'euros de fraude, 4 millions 200 000 euros et quelques pour être plus précis. Est-ce que c'est une somme qui est perdue ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, alors, quand on parle de fraude, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on distingue traditionnellement les préjudices subis des préjudices évités. Pardon. Sur les 4,2 millions, on a 2,9 millions 100 000 euros de préjudices subis, et le reste, donc 1,3 million de préjudices évités. Le préjudice subi, c'est ce qu'on constate dans nos investigations comme étant une somme qui a effectivement pu être donc obtenue, on va dire, de manière frauduleuse. Et là, évidemment, c'est pas une somme qui est perdue, puisque c'est une somme qu'on recouvre. Évidemment, il y a une créance, un indu, comme on dit, qui est adressé à la personne fraudeuse et qui est généralement assorti en plus de pénalités financières autres. Qui sont les fraudeurs? Il y a à la fois les professionnels et puis des assurés aussi fraudeurs. Bien sûr, les fraudeurs, alors voilà, le terme peut être un peu globalisant, on va dire, mais les fraudeurs, ça regroupe en fait bien des réalités différentes. Ça regroupe des niveaux très différents de fraude. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de fraude, on parle d'actes intentionnels, même si ça peut être quelque chose qui arrive de manière un peu subreptice. Les gens n'ont pas forcément l'intention de frauder initialement, mais progressivement, ils se laissent aller à des comportements un peu limites. Et progressivement, la fraude s'installe. Et ça peut être des profils très particuliers. Ça peut être effectivement des professionnels de santé, de tout type de professionnels de santé conventionnés avec l'assurance maladie, et avec, par exemple, des demandes de facturation à l'assurance maladie, de prestations, d'actes qui n'ont pas eu lieu. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, on va dire, ou ça peut être des fraudes aussi de la part d'assurés sociaux, par exemple des demandes de C2S, ex-CMU, pour des personnes qui ont des revenus supérieurs, en fraudant on va dire en montant ou sur leurs revenus ou en cachant une partie de leurs revenus, ou alors des fraudes par exemple aux indemnités journalières avec des personnes qui sont en arrêt de travail, qui touchent des indemnités journalières et qui parallèlement à ça vont exercer une activité professionnelle. Ça, c'est quelque chose d'assez classique aussi. Parmi les professions médicales qui fraudent le plus, alors évidemment on ne va pas stigmatiser, mais il y aurait les infirmiers et les ambulanciers. Il y a notamment eu il y a quelques années l'affaire d'un infirmier isérois qui avait été condamné pour avoir détourné près de 400 000 euros. Comment c'est possible ? Alors, qui fraude le plus, je pense qu'il faut faire attention à ce type de... Enfin, il ne faut pas faire de raccourcis non plus. Potentiellement, tout le monde fraude, mais il ne faut pas non plus partir du principe que tout le monde fraude. Ça reste des cas qui sont évidemment marginaux, mais qui peuvent se retrouver dans tout type de profession. Il est vrai que sur les infirmiers, on a eu quelques dossiers, en particulier un auquel vous faites référence, dossier emblématique, avec un préjudice important. C'est possible en demandant des remboursements à l'assurance maladie, au-delà de ce qui est réalisé. Là, ça avait été fait dans des proportions évidemment assez importantes, ce qui nous ont permis d'assez rapidement identifier le dossier. Donc c'est possible, mais c'est vite interrompu quand c'est dans ces proportions-là. Alors la CPM prend le problème à bras-le-corps avec une équipe spécialement dédiée à cette question. Ils sont combien ? On a une équipe de 20 personnes qui sont dédiées à la fraude, avec des enquêteurs assermentés qui ont des pouvoirs d'enquête, et des investigateurs en chambre, comme on dit, donc des personnes qui vont plus étudier les dossiers. D'un point de vue plus administratif. Et donc, c'est une équipe qui travaille avec le concours d'autres services de la Caisse. Par exemple, ça peut être le service statistique ou d'autres types de services, parce qu'on développe beaucoup aussi une approche globale sur la fraude. On essaye d'avoir des sources d'identification variées qui peuvent nous venir à la fois de nos services administratifs à la Caisse primaire, lorsqu'ils identifient une demande de versement de prestations un peu bizarre. Mais c'est pris comment ? C'est pris au hasard ? On pioche un dossier au hasard ? Comment ça se passe ? Alors c'est très variable, parce qu'on essaye justement d'avoir l'approche la plus globale possible. On a d'une part ce qui nous arrive de la part de signalements, des personnes qui vont nous écrire en nous disant j'ai connaissance de tel comportement. Il me semble que mon voisin... Pour caricaturer, c'est ça. On a ce qu'on identifie au moment du paiement des prestations. Quand, par exemple, un technicien de prestation va voir passer une feuille de soins avec des choses, ou une prescription médicale, par exemple, avec quelque chose qui semble avoir été rajouté, avec une écriture différente, etc., qui va signaler au service fraude qui va prendre le relais.
Ça peut être de la détection statistique, ce qu'on fait de plus en plus. On essaye d'identifier, sans vous dire précisément quels sont nos critères de ciblage, mais on va identifier des atypismes, comme on dit. Alors ça peut être des atypismes, des choses assez faciles. Par exemple, un professionnel de santé qui a des revenus, des remboursements très largement supérieurs à la moyenne de ses professions. C'est évidemment quelque chose qui va nous interroger. Et pour ça, vous croisez avec d'autres administrations vos données ? On a des partenariats qui s'expriment dans le cadre d'une instance sous l'égide du préfet qui s'appelle le CODAF, où toutes les on va dire les administrations qui ont affaire aux fraudes. Alors, parce que parfois, un fraudeur qui fraude la Sécu, il fraude aussi ailleurs. Bien sûr. C'est justement à ça que sert cette instance, le CODAF, où on peut échanger justement sur les dossiers de fraude. Par exemple, quelqu'un qui va faire du travail dissimulé auprès de l'URSSAF peut en même temps avoir des arrêts de travail à la caisse primaire auquel il n'a pas le droit parce qu'en fait il travaille, même si ce travail est dissimulé. Donc voilà, ou par exemple avec la CAF, on travaille avec la CAF, puisque souvent lorsqu'il y a des fraudes, par exemple au versement d'APL, RSA, etc., on peut avoir souvent aussi une fraude à la C2S, ex-CMU, plus connue sous le nom CMU encore, puisque c'est le même type de fraude, puisque c'est une fraude sur le revenu. Ce sont des enquêtes au temps long ? C'est très variable encore. C'est toujours un petit peu long, puisque pour le faire sérieusement, il faut décortiquer la facturation, il faut prendre l'environnement dans son ensemble, il faut aller interroger, par exemple, une fraude d'un professionnel de santé, on va aller interroger des patients, le prescripteur, etc. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Parfois, les dossiers sont beaucoup plus rapides. Lorsqu'on identifie très rapidement le mode opératoire, ça va c'est quelques mois. Les dossiers les plus courts, ça peut prendre 2 mois, on va dire. Les plus longs, ça peut prendre 1 année, par exemple, d'investigation. Merci Rémi Blanc. On refera le point l'année prochaine pour voir si vous avez stoppé encore plus de fraudeurs. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur santé à la CPM de l'Isère. Un aperçu des résultats sportifs du week-end à présent, des résultats que vous retrouverez dans le Sport Express à la fin de ce JT, et un nouveau record pour Grenoble qui bat même son propre record d'affluence pour un match du tournoi Destination Féminin. 18 604 personnes ont assisté à la victoire flamboyante des Bleus au Stade des Alpes face au Pays de Galles, battu 39-14 avec 4 Grenobloises des Amazones du FCG, dont la jeune Ambre Mwemeyembe. En basket, club de fin pour le BCTM, les basketteuses mélano-tronchoises ont été battues par Champagne Basket dans le match décisif de qualification pour les demi-finales de Ligue 2 féminine. Et puis la saison n'est pas terminée pour les brûleurs de loups. Dylan Fab, Sacha Treille et Pierre Crinon, les 3 Grenoblois, sont convoqués en équipe de France pour disputer les mondiaux du 12 au 28 mai en Finlande et en Lettonie. Même sans eux, il est encore possible d'assister à une finale du championnat de France de hockey sur glace avec les brûleurs de loups. Mardi à 20h15 à Pôle Sud, l'équipe réserve de Grenoble disputera un match décisif de D2 face à Meudon. Et le club a promis d'assurer le même spectacle que pour un match en élite avec des places entre 2 à 10 € au choix. Who's Got the Flower a bien poussé de 500 € de budget pour la première édition en 2014. Le festival de hip-hop lancé par Next Tape dans le Grésivaudan affiche 9 ans plus tard une enveloppe de 150 000 €, 130 bénévoles, 15 salariés et surtout des danseurs et musiciens venus de plus en plus loin. Mirko Pesci est allé faire un tour à Pontcharrat ce week-end. Il y a des sourires et de la danse au festival Who Got the Flower qui a organisé sa 8e édition. Ce festival de hip-hop est basé à Pontcharrat. Pendant 3 jours, l'association Next Tape accueille des rappeurs, des graffeurs et des danseurs du monde entier pour partager autour d'une passion commune. La vocation, c'est de réunir les gens. Vraiment, on a créé ça il y a 8 ans, au départ pour juste les jeunes. Et on avait vraiment pour ambition de ne pas devenir une grande compétition ultra compétitive. On voulait surtout d'abord servir de la compétition comme un prétexte à réunir les gens. En vrai, dimanche, c'est des compètes d'un niveau international, mais c'est l'excuse. Le but, c'est, on a fait un grand village pour que les gens puissent se rencontrer. C'est vraiment un événement autour des cultures urbaines et principalement la danse hip-hop. On a 32 pays représentés cette année. Les gens viennent du monde entier, quoi. C'est un truc de ouf. Certaines compétitions sont ouvertes au public et tous les amateurs peuvent s'inscrire et danser aux côtés de grands noms de la discipline. Je suis venu participer à Who Got the Flower 7 to Smoke Hip Hop Freestyle. C'est la première fois que je viens à l'événement, donc bonne vibe, c'est cool. Normalement le hip-hop c'est ça, c'est du partage, c'est de l'échange. Et je pense que ça représente bien ce qui se passe dans le hip-hop ici. Tout le monde est dans le freestyle, tout le monde est dans l'échange et le partage et tout le monde kiffe ensemble. Donc moi c'est exactement le genre d'événement que je kiffe. L'idée est née il y a 9 ans lorsqu'une équipe de danseurs du Grésivaudan a décidé d'organiser une journée de partage autour du hip-hop à Pontcharrat.
Pour les fondateurs du festival, la culture urbaine doit aussi vivre dans les petites communes. Nous, à la base, on est une association et un crew. Un crew, c'est une famille qui fait du breakdance. Et anciennement, il y a 15 ans, on était deux équipes qui étaient adversaires dans la vallée. Et on s'est rejoints pour faire une seule équipe. Nous, on a toujours milité pour que la culture ait lieu dans le petit village d'où on vient, qui est Pontcharra. Alors que la plupart de la culture se passe dans les grandes villes et notamment à la capitale. Et il y a cette idée préconçue qu'il faudrait aller à la capitale pour avoir accès à la culture. Et nous, on a toujours voulu le garder là en imaginant que les gens auraient la curiosité de faire le trajet jusqu'ici. 8000 festivaliers se sont rassemblés au village hip-hop cette année pour célébrer la danse de ce mouvement culturel qui n'a encore jamais cessé de rayonner. L'association a encore des projets plein le dance floor, un summer camp en juillet avec colo dans des gîtes en montagne ou une tournée dans les Landes en août. Dans l'agenda de mardi, les demoiselles du Pont au Lossy à Gières, un huis clos aux frontières du fantastique par les compagnies La Rose Bleue et Attrape-Lune. 4 sœurs sont isolées dans une maison de montagne. Que s'est-il passé lors de cette journée d'été? Pourtant, tout avait commencé par un jeu. Cette pièce nous interroge sur la complexité de l'être humain, les secrets de famille, mais aussi la difficulté de se définir en tant que femme à cause des croyances imposées par l'entourage familial. Vous connaissiez le printemps de Vivaldi, découvrez celui des percussions claviers de Lyon associés à la compagnie La Vouivre. Mardi, à la Rampe des Chirolles, ils vous proposeront leur version d'un voyage funèbre et féerique à travers des œuvres comme la Marche funèbre de Saint-Saëns ou la Symphonie fantastique de Berlioz. Un spectacle pour nous questionner sur la mort et nous guider vers la Renaissance. Ce JT renaîtra dans 1 heure et en replay sur telegrenable.net. Excellente soirée à tous.